Il y a deux trucs sur lesquels je trouve que l'humanité c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, je trouve qu'on est particulièrement nul, c'est le management et la résolution de problèmes. Et c'est très dommage qu'on soit aussi nul, parce que, à mon avis, en 2022, la plupart des difficultés qu'on rencontre, auxquelles on fait face, sont des difficultés de management. Management au sens le plus large. Dedans, je mets de l'organisation, de la gouvernance, de la communication, un peu tout ce qui régit nos vies. Et on n'est pas très bon à ça. Et c'est dommage, parce que dans notre vie, on apprend plein de trucs, on a plein de compétences qui nous paraissent instinctives, par exemple savoir marcher, par exemple savoir lire, qui sont essentielles à fonctionner entre nous. Et ce qui nous manque, en tout cas ce qui nous manque maintenant, au stade où on en est, à mon avis, c'est d'avoir de meilleures compétences instinctives, entre guillemets, en management et en résolution de problèmes. Pour ça, le co-développement, codev pour les intimes, c'est un cadre extrêmement puissant pour progresser, et je vous le propose aujourd'hui. On va le faire en 3 parties. 1, on va voir la nécessité du codev, et on va le faire avec des exemples, vous allez voir tout de suite pourquoi c'est si important que ça. 2, on va voir les conditions pour faire un bon codev. Et 3, on verra comment faire un codev en tant que tel. A tout de suite. Pour comprendre la nécessité du codev, le mieux c'est de se plonger dans un exemple réel. Mettons, pour l'exemple, que vous avez un chef qui est quelqu'un à qui vous n'entendez pas, quelqu'un à qui vous avez des difficultés. Vous allez passer par plusieurs étapes pour résoudre votre problème. L'étape numéro 1, c'est la partie où vous allez essayer de le résoudre tout seul. Vous allez essayer de trouver des solutions en vous pour résoudre le problème. Ici, c'est pas notre sujet, parce que si vous y arrivez, cette vidéo n'a que peu d'intérêt, et je le mets de côté. Mettons que vous n'y arriviez pas tout seul. Au bout d'un moment, ça va prendre trop de place, et vous allez commencer à vous en ouvrir autour de vous. Vous allez commencer à en parler. Vous allez en parler à vos amis, vos collègues, votre conjoint, vos enfants même, peut-être, pourquoi pas. Et on va imaginer que maintenant, vous êtes assis à la terrasse d'un café avec des amis et que vous commencez à parler de votre problème. Il y a une partie des personnes qui va vous demander ce qui se passe, et puis très rapidement, le groupe va vous proposer des solutions. Les solutions, elles vont aller depuis écoute, il faut faire avec, t'as pas le choix, tu serres les dents, tu fais avec, c'est ton chef, à écoute, tu lui mets une claque et tu démissionnes. Et ça illustre à quel point on est mauvais en résolution de problèmes. Pour 2 raisons. La première, c'est que souvent les gens proposent des solutions avant même d'avoir toutes les données du problème. C'est quand même pas la même chose, suivant que ça fait 10 ans que vous travaillez avec ce boss, qu'il est insupportable depuis 10 ans et que vous êtes à la limite du burn-out, ou suivant que ce gars a été nommé il y a 15 jours et que c'est juste que vous avez du mal à vous ajuster pour démarrer. Point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que les solutions qui sont proposées sont souvent des solutions qui conviennent à la personne qui émet la proposition. Elle vous dit comment elle réglerait le problème. Mais ça vous dit pas comment vous devriez résoudre le problème. Et en fait, dans ce type d'échange, dans le meilleur des cas, si ça tombe juste, vous allez tirer un peu le gros lot au loto, vous repartez avec une solution qui vous conviendra, et dans le pire des cas, vous avez peut-être des pistes vaguement sur lesquelles vous pouvez réfléchir pour construire votre propre solution. Le codev, lui, part du principe que ce type d'échange est extrêmement intéressant, mais souvent très mal structuré, et donc sa proposition, c'est de structurer l'échange pour qu'il fonctionne. Comment on fait un bon codev ? 3 ingrédients pour réussir son codev. Le premier, travailler avec des gens qui ont des connaissances sur votre sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les sujets sont des sujets de la vie de tous les jours. En vrai, votre boss qui est horrible, c'est un sujet de la vie de tous les jours. On a tous expérimenté des relations difficiles, et donc vous pouvez faire votre codev avec n'importe qui, sauf un ermite, mais sinon n'importe qui. Si le sujet est plus technique, ce sera mieux de travailler avec des gens compétents dans le domaine. Le point numéro 2, c'est d'avoir quelqu'un qui gère le cadre. Comme le codev se propose de structurer un échange qui naturellement ne l'est pas, il faut quelqu'un pour s'assurer que le cadre va être respecté. Avec un groupe mature, c'est le groupe lui-même qui peut le faire. Quand on démarre, il vaut mieux quelqu'un qui s'y connaisse. Le point numéro 3, essentiel lui aussi, c'est de travailler sur un problème réel. Le codev ne fonctionne pas avec des problèmes imaginaires. Vous pouvez travailler sur n'importe quoi, mais si vous vous posez juste la question abstraitement « Tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'avais des problèmes avec mon boss ?» le codev ne vous aidera pas. Par contre, si c'est un problème concret et réel, vous allez pouvoir partager des éléments, et du coup ça fonctionnera. 3 points donc, des gens compétents, quelqu'un garant du cadre, et un problème réel. Un codev, ça se joue en 6 étapes qui durent 45 minutes à 1 heure. La première étape consiste, pour la personne qui a demandé de l'aide, à exposer sa problématique. En plus de l'exposer, elle va donner tous les éléments de contexte qui lui paraissent pertinents. Par exemple, j'ai un problème avec mon boss, il est insupportable, ça fait 3 ans que je travaille avec lui, et puis avant c'était un ancien collègue, puis il a été promu mais pas moi, etc. etc. Et vous allez voir que rien qu'en exposant ça, en prenant le temps de l'exposer, sans permettre que cette personne soit coupée par les autres, on voit que le problème se dessine beaucoup mieux que dans une conversation classique. Une fois que c'est fini, ça prend en général 5, 10, voire 15 minutes maximum, les autres, et seulement les autres, ont le droit de poser des questions de clarification.
c'est l'étape numéro 2, la clarification. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent à la personne dont c'est le problème, mais ça ne peut être que de la clarification. Par exemple, quel âge a ton boss? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il a une mission spéciale? Est-ce qu'il a une raison particulière de t'en vouloir? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour essayer d'améliorer la relation avec lui? Ce que les participants n'ont pas le droit de faire à ce moment, c'est de faire des propositions déguisées. Par exemple, un participant pourrait dire « Est-ce que tu as essayé de déjeuner avec lui ?» Ça peut être une question de clarification, légitime, mais ça peut aussi être une proposition déguisée, et dans ce cas, c'est à la personne qui est garante du cadre de dire « Pop, cette question-là, on la prend pas, et pose une autre question. » L'étape 2 va prendre 10 à 15 minutes avant que tous les participants aient épuisé leurs questions. C'est essentiel d'attendre que toutes les questions soient posées. Et c'est aussi essentiel pour la personne qui est le cadre de faire en sorte que tous les participants posent des questions. Bien souvent, les participants viennent de mondes différents et les questions qu'ils vont poser vont éclairer le problème de manière différente. L'étape numéro 3 consiste pour la personne qui a demandé de l'aide à reformuler sa problématique. Et elle le fait sous la forme « je voudrais que vous m'aidiez à ». Par exemple, « je voudrais que vous m'aidiez à résoudre mon problème avec mon boss ». Ou alors « je voudrais que vous m'aidiez », parce que peut-être qu'elle s'est rendue compte que sa problématique a changé à cause des questions qui lui ont été posées. « Je voudrais que vous m'aidiez à dire à mon boss que ce qu'il fait n'est pas correct ». Cette étape de reformulation, la 3, est essentielle parce qu'après on passe à l'étape 4. L'étape 4, c'est l'étape où les participants peuvent faire des propositions à la personne qui a demandé de l'aide. Et c'est aussi essentiel de l'avoir formulé sous la forme « je voudrais que vous m'aidiez à » pour que les participants répondent réellement à la question. Un des biais, un des défauts que les humains ont souvent, c'est de ne pas répondre aux questions qui leur sont posées. Par exemple, mettons que mon ami me dise qu'il a un problème avec son boss, peut-être que moi, je connais bien cet ami, et je me dis qu'en fait, en vrai, il a un problème d'affirmation de soi. Si je ne fais pas attention, je vais peut-être lui faire des propositions pour qu'il apprenne à s'affirmer, alors que la problématique qu'il m'a posée, c'est de l'aider à parler à son boss. C'est pas la même chose. Donc l'étape numéro 4, c'est l'étape où les participants font des propositions. Ils peuvent proposer tout ce qu'ils veulent. La seule règle, c'est que les participants, ceux qui font des propositions, n'ont pas le droit de se contredire. Si par exemple, en face de ce boss qui pose problème, moi je dis qu'il faut absolument rien faire, qu'il faut se taire, qu'il faut rester le plus discret possible, et qu'une autre personne n'est pas du tout d'accord avec ça, eh bien elle ne peut pas me contredire. Ce qu'elle peut faire par contre, c'est proposer autre chose. Elle peut dire, tu mets tes camps de boxe, t'y vas et tu tapes. La personne qui a demandé de l'aide se contente de recevoir les propositions. Éventuellement, elle peut poser des questions de clarification dessus si c'est pas clair. Par exemple, elle peut demander les gants de boxe, est-ce qu'il faut que je les mette plutôt sur les 2 points, sur un seul point, ou quand tu dis que je dois être discret, est-ce que ça veut dire qu'il faut plus que je vienne au bureau? Une fois que les propositions sont épuisées, on passe à l'étape 5. Dans l'étape 5, la personne qui a demandé de l'aide prend le temps de réfléchir et annonce son plan. Elle peut annoncer ce qu'elle veut. Elle peut dire par exemple, je vais prendre la proposition A, ou alors je vais prendre la proposition de monsieur A et celle de monsieur B. Ou alors, je vais prendre des propositions A et B, les mélanger et en faire une autre qui me convient plus. Elle peut aussi dire que rien de ce qui n'a été proposé lui convient. Ou elle peut dire qu'elle ne prend aucune solution qui n'a été proposée, mais que ça lui a donné une idée et que du coup, elle va faire autre chose. Ensuite, il y a l'étape 6. Et étrangement, c'est l'étape que je connais le moins bien. J'ai fait plein de codev dans plein de contextes différents, et à chaque fois, on a joué les étapes 1 à 5. Et ça a permis de trouver des solutions. À chaque fois, ça a été assez extraordinaire. Soit parce qu'on a trouvé des solutions très facilement, soit parce qu'on a trouvé plein de solutions, soit parce qu'on a trouvé des solutions qui, de l'aveu même des participants, auraient été introuvables au début du codev, et trouver des nouvelles solutions en intelligence collective en 1 heure, c'est quand même pas mal. Mais on peut aller plus loin que ça. Dans l'étape 6, en fait, on ne se contente pas de faire des codev pour résoudre une problématique une fois, mais on se dit qu'on va suivre sur le temps long les travaux de chacun, et qu'on va faire régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 6 mois s'il faut, des codev pour que le groupe monte en maturité et en compétences. La raison pour laquelle je suis certain que ça marche, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait un codev, tous les participants, et pas seulement la personne qui a demandé de l'aide, m'ont dit qu'ils ont trouvé des solutions pour des problématiques que eux aussi avaient, qui étaient un petit peu différentes, qui ressemblaient, mais on a tellement pris le temps de bien poser le problème, d'évoquer toutes les solutions possibles, que chacun des participants en ressort avec quelque chose qui lui permet de grandir. Maintenant, ce que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est d'abord de jouer ces étapes 1 à 5, de voir ce que donne un codev dans la vraie vie, de le faire une fois pour voir. Et quand vous vous serez rendu compte de la valeur, eh bien de jouer l'étape 6, de répéter le codev et de faire grandir un groupe avec vous sur une problématique qui vous intéresse. Avant de vous envoyer jouer ça, je remercie messieurs Paillettes et Champagne, ça ne s'invente pas, qui sont les inventeurs du codev. Ciao.